Bonjour à tous. Alors, je suis absent et je suis là à la fois. Je suis absent, ce qui va vous ravir, puisque vous aviez un travail à préparer pour aujourd'hui, mais effectivement, il va être un petit peu décalé. Ma fille, elle varicelle, ce qui va nous emmener à la semaine prochaine, puisque je vais être coincé à la maison pendant 8 jours. Voilà. Donc, je ne suis pas là, mais plutôt que de vous envoyer encore un chapelet d'exercices de grammaire ou de questions auxquelles vous devriez répondre, et comme de toute façon je ne les verrai pas avant la semaine prochaine, on va essayer de faire quelque chose d'un peu nouveau, à savoir des cours en ligne. Donc je vais, pour l'instant on n'en est pas encore au streaming, hein, ça va peut-être venir quand Internet fonctionnera au mieux dans l'établissement, mais ce n'est pas encore le cas, donc pour l'instant j'enregistre les vidéos, je vous les envoie, et quelqu'un dans la classe, je ne sais absolument pas qui, appuiera sur la barre d'espace pour lancer la vidéo, l'arrêter, donner quelques définitions. Vieco, quand tu poseras une question pour savoir ce que veut dire tel ou tel mot, ou quand Lucas aura fait tomber sa règle, son crayon, sa gomme, sa règle et son crayon et sa gomme. Voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont encore se passer, évidemment, comme à chaque fois. Bref, on va essayer d'avancer un petit peu sur les mille et une nuits, parce que ça fait un petit moment qu'on a laissé cela en plan. Alors, avant les vacances, puisque j'étais encore absent, avant les vacances, nous nous étions arrêtés à la fin de la séance 2, et il faut qu'on commence la séance 3. Alors la séance 3 s'intitule, vous pouvez le noter tout de suite, je vais vous projeter juste après le plan évidemment du cours, comme d'habitude, enfin en rédigeant un peu plus, puisque cette fois je ne suis pas là. La séance 3 s'intitule Le merveilleux dans un conte oriental. Le merveilleux dans un conte oriental. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est que le merveilleux, vous avez fait ça en sixième, donc il n'y a pas très longtemps. On en reparlera un petit peu. Cette séance pardon, comporte quatre objectifs principaux. Le premier tournera autour de la progression du récit et la construction des personnages. Vous avez déjà répondu à peu près toutes les questions qui portent là-dessus. Les différentes marques du merveilleux dans le conte. Il y en a beaucoup, on dit Sésame, ouvre-toi une porte au milieu d'une grotte et la porte s'ouvre. Dans un autre conte, vous frottez une lampe magique, un génie qui sort et qui vous accorde des vœux. Dans un autre conte, vous montez sur un tapis, il s'envole. Ou, je sais pas, vous regardez dans un tube, un tuyau et vous voyez la personne de votre choix. Enfin bref, le merveilleux est quand même très présent, donc tout ce qui tourne autour de la magie. Un troisième objectif portera autour de la morale, si on peut en trouver une dans le conte. Et enfin, un objectif qui vous passionne toujours sur l'étude de la langue, c'est-à-dire un joli groupe nominal pour remplacer le mot grammaire, qui tournera autour des valeurs des temps, de certains temps qu'on connaît déjà, d'autres que vous connaissez moins bien, ainsi que l'analyse du mot marché et du mot sésame. Voilà les quatre objectifs principaux que je vais vous projeter tout de suite. Le corpus, évidemment, les mille et une nuits, et le conte est euh, Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. Je vous rappelle que Ali Baba et les 40 voleurs est divisé dans votre petit bouquin en deux grandes parties. Ça commence à la page 65, ça s'arrête une quinzaine de pages plus loin, voilà, page 77, et ça reprend page 81 pour vous emmener jusqu'à la page 97, je crois. C'est cela, jusqu'à la page 97, donc il y a une trentaine de pages. Voilà. Alors, je vous projette tout de suite le plan du cours, enfin l'intitulé de la séance, ainsi que les objectifs, le corpus, le titre du petit 1, le petit a, et on reprend tout de suite. Alors, pour ce qui concerne le schéma narratif, un bref rappel, puisque normalement vous avez vu ça en sixième, enfin vous avez vu cela en sixième, et normalement vous devriez vous en souvenir. Le schéma narratif est divisé en un certain nombre d'étapes, il y en a cinq, dont vous vous souvenez, je pense. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la situation initiale, puis vous avez l'élément perturbateur, ou bien modificateur, ou bien déclencheur, vous l'appelez comme vous voulez. Cet élément perturbateur entraîne la troisième étape, qu'on appelle les péripéties, c'est-à-dire la suite d'action, qui est en gros l'histoire. Puis l'élément numéro 4, c'est l'élément de résolution, qui va permettre, donc, comme son nom l'indique, qui répond à l'élément perturbateur pour justement résoudre le problème. Et enfin, la situation finale. Donc en fait, vous avez des étapes qui se répondent. Vous avez la situation initiale au départ, et à la fin, vous avez la situation finale. D'accord? Vous avez un démarrage et vous avez une fin. Après cette situation initiale, vous avez un élément perturbateur qui va être suivi tout à la fin par un élément de résolution. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle les péripéties. Alors la situation initiale, elle est d'ordinaire à l'imparfait. D'accord?
Et cet imparfait a la plupart du temps une valeur d'habitude, c'est-à-dire il était une fois un roi qui avait 3 enfants, il y avait, je sais pas, il y avait à cette époque-là dans la ville de X un homme qui faisait tout le temps ceci et à qui il arrivait tout le temps cela. Bref, c'est une espèce de routine, c'est une situation de départ sur laquelle s'appuie le récit qui va venir. Puis vous avez un élément perturbateur. Généralement, cet élément perturbateur, vous allez chercher tout de suite, enfin normalement vous aviez déjà trouvé, cet élément perturbateur s'appuie, enfin est repérable pour plusieurs raisons. D'abord, le temps change. On était à l'imparfait, il y avait un roi qui faisait ceci, qui voulait marier ses 3 fils, il ne savait pas qui choisir, et à cet imparfait va répondre soudainement le passé simple, donc changement de temps. Mais en plus de ce changement de temps, cette situation initiale est coupée et l'élément perturbateur est annoncé par soit un adverbe de temps, un jour, soit un adverbe qui va marquer l'opposition, soit une conjonction, pardon, soit un adverbe de temps, excusez-moi, un jour, soit une conjonction de coordination qui marque l'opposition type mais. Alors les deux peuvent être couplés. Mais un jour, virgule, il arriva que, quelque chose comme ça. Alors, euh, l'adverbe de temps et la conjonction sont là pour marquer évidemment ce qu'on va appeler une rupture. Je vous laisse chercher ça dans le texte, donc là vous prenez quelques minutes pour regarder, pour essayer de trouver à quel endroit on figure l'élément perturbateur de ce conte. Alors le schéma narratif étant posé, on passe tout de suite ce qui constituera le petit b, on notera juste après le petit b qui concerne cette fois donc la situation initiale. On passera ensuite au petit c, l'élément perturbateur, et ainsi de suite. Pour ce qui concerne la situation initiale, ça reprend page 78, vous pouvez prendre votre livre, page 78. Donc là, il y a un professeur qui va appuyer sur la barre d'espace pour mettre pause, le temps que vous preniez votre livre, page 78, et que vous repreniez la question 2. Alors la question 2, elle porte sur le pays dans lequel l'action se déroule, c'est relativement simple, ainsi que la situation financière et familiale des deux frères au début du conte, et s'entendent-ils bien. Alors c'est surtout là-dessus que l'on va s'attarder, c'est sur ce point que j'aimerais revenir avec vous. Euh, Si on regarde la situation des frères, on voit bien que le narrateur souligne, alors vous chercherez la phrase, vous la noterez pour justifier ensuite dans le cours, on voit bien que le narrateur souligne la différence financière nette entre les deux frères. Pour l'un d'entre eux, tout se passe bien, et pour l'autre, en gros, ça va quand même beaucoup moins bien. La question qu'il faut qu'on se pose, nous, c'est pas seulement de se dire est-ce que la situation des deux frères est égale, puisque ça vous prend à peu près 30 secondes, même pas, de voir que ce n'est pas du tout la même chose, mais ce qu'il faut, c'est que vous vous demandiez pourquoi, et essayez toujours, quand vous analysez un texte, de vous demander pourquoi. L'auteur, le narrateur, nous dit que les deux frères, Cassim et Ali, ne sont pas du tout dans la même situation financière. Il y en a un qui a de l'argent, qui n'en a pas. Il y en a un qui travaille moins, etc. Enfin bref, euh, pourquoi nous dit-il cela? Alors, vous pensez toujours au film, puisque vous voyez plus de films que vous ne lisez de livres. Si on vous présente les choses comme ça, un frère qui a très bien réussi et un autre qui a moins bien réussi, vous allez tout de suite, normalement, votre expérience de spectateur fait que vous allez vous dire immédiatement, tiens, la suite de l'histoire va forcément, à un moment ou à un autre, s'appuyer sur cette différence. Très certainement, le réalisateur va vouloir euh, mettre en place un conflit entre les deux frères, pour simplement une raison, c'est que financièrement, ils ne sont pas dans la même situation. Et bien là, pour le récit, c'est la même chose. Très probablement, si cette différence financière est soulignée, c'est que un conflit entre les deux frères est attendu. Est-ce que ça vient de la jalousie? On verra. Mais très probablement, très certainement, et vous verrez bien évidemment que enfin, vous avez vu le récit confirme l'hypothèse que l'on formule, mais si le narrateur nous montre que les deux, enfin prend le temps de montrer que les deux frères ne sont pas dans la même situation, c'est évidemment pour une raison, c'est pas pour le plaisir de raconter cela. D'accord? Donc ça, il va falloir le noter dans le cours. Pour ce qui concerne, j'enchaîne immédiatement pour aller un petit peu plus vite et ensuite vous prendrez un petit peu de temps pour recopier. Pour ce qui concerne le petit c, à savoir l'élément perturbateur, alors si vous prenez le livre,
Donc c'est la question 3 cette fois, relever l'indication temporelle et le temps verbal qui signale l'irruption d'un événement. Quel est cet événement? Donc si on reprend le livre, pour corriger, vous avez page 65, c'est-à-dire la première page du conte. Tout est un imparfait ou au plus que parfait, avait épousé une femme aussi pauvre que lui, ligne 13. Si vous descendez un petit peu plus, ligne 18, un jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un jour, alors qu'Ali Baba était dans la forêt et qu'il s'apprêtait à charger ses ânes du bois qu'il venait de couper, virgule, il aperçut un gros nuage, etc. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Ce que l'on évoquait tout à l'heure pour marquer l'élément perturbateur, un jour, qui n'est effectivement pas un adverbe, et, tiens d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai dit qu'un jour était un adverbe de temps. Bon, vous aurez rectifié, enfin, en tout cas certains auront rectifié d'eux-mêmes, d'autres, je suis en train de me dire que j'ai dit n'importe quoi. Un jour n'est pas du tout un adverbe de temps. Un jour est un groupe nominal qui est complément circonstanciel de temps. On revient sur les compléments circonstanciels dans peu de temps. Bref, vous avez ici un marqueur temporel, donc un jour, plus l'utilisation du passé simple. On est donc très clairement dans un élément perturbateur. Et effectivement, on voit bien qu'il se passe un événement qui ne se produit jamais. C'est-à-dire, il aperçut un gros nuage de poussière qui se dirigeait vers lui. Un groupe de cavaliers, c'est probablement pas un événement fréquent. D'accord? Vous noterez juste après, je vous rappelle rapidement, petit point de grammaire, sur les compléments circonstanciels de temps. Je vous rappelle que ce que l'on appelle un complément circonstanciel est un complément de phrase, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut soit déplacer, soit supprimer dans la phrase, à l'inverse d'un complément d'objet direct qui complète un verbe. Le complément circonstanciel de temps, donc, un jour, vous pouvez tout à fait l'enlever, vous pouvez le déplacer, vous pouvez mettre alors qu'Ali Baba était un jour dans la forêt, ou bien alors qu'il était dans la forêt, il aperçut un jour, ou bien un jour, il aperçut alors qu'il était dans la forêt. Bref, vous pouvez tout à fait le déplacer, vous pouvez l'enlever. On est donc bien face à un complément circonstanciel. Pourquoi de temps? Parce qu'il répond évidemment à la question quand. D'accord? Donc, rappel très important, un complément circonstanciel peut être déplacé ou enfin, et la plupart du temps, l'un et l'autre, déplacé et supprimé. D'accord? Mais alors, donc, vous prenez la suite, regardez. Un jour, vous pouvez l'enlever. Et la suite, alors qu'Ali Baba était dans la forêt et qu'il s'apprêtait à charger ses ânes du bois qu'il venait de couper, pardon, vous pouvez l'enlever également. Ça ne change rien au sens général de la phrase. Vous perdez des précisions, vous ne savez pas quand ça va se passer, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas justement quand cela se produit, mais la phrase a toujours un sens. Vous êtes donc bien face à un complément circonstanciel. Voilà donc pour la situation initiale et l'élément perturbateur. Je vous projette la suite, enfin je vous projette le petit b et le petit c, et je vous laisse le temps de noter l'ensemble. Alors, nous allons maintenant nous pencher sur les péripéties. En fait, vous allez maintenant vous pencher sur les péripéties, puisque vous allez travailler un petit peu pendant le temps qu'il reste, et éventuellement pour demain, je ne sais pas trop là comment ça s'est découpé entre ce que je dis, les pauses, les retours en arrière, ou bien ce qui est projeté et ce qu'il faut écrire. Bref, le petit D, vous pouvez déjà mettre le titre sur votre cours, petit D, les péripéties. Et on va s'attacher uniquement à la première partie pour travailler là-dessus du conte, c'est-à-dire que vous allez vous pencher sur, que je m'y retrouve, de la page 66, c'est-à-dire juste après l'élément perturbateur, jusqu'à la page 77. D'accord? Vous allez reprendre ces 10 pages, 66, 77, les 11 pages, et vous allez retrouver la bonne dizaine, il y en a plus de 10, hein, les 10 étapes, c'est-à-dire les 10 péripéties, enfin 10, 12, 13, à vous de voir, parfois certaines peuvent être regroupées, en tout cas il faut en trouver quand même une dizaine, la dizaine de péripéties qui figurent dans ces 10 pages. C'est-à-dire, vous regardez votre livre, dit, bah, de la ligne 30 à la ligne 35, Ali Baba observe les brigands. De la ligne 36 jusqu'à la ligne, j'en sais rien, 48, il entre dans la grotte en utilisant une formule magique. De la ligne 49 à je sais pas quoi, etc. C'est-à-dire que vous essayez de repérer les différentes étapes de cette partie, de ces 11 pages. Vous faites cela sur votre livre et au brouillon, et nous, on continuera l'ensemble demain. Voilà. Bonne fin de journée, et non pas demain d'ailleurs, demain c'est mardi, donc ce sera pour mercredi. Voilà, on continue tout ça mercredi. Bonne journée.